14 heures, c'était peut-être pas la meilleure heure. Alors, tout d'abord, normalement, vous pouvez avoir accès au chat pour poser vos questions, si questions il doit y avoir. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous m'entendez bien dans le chat? Hervé est en train d'écrire. Ok, super. Alors, on peut commencer. Alors, aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on valorise vos références clients. Donc, tout le monde, toutes les entreprises ont ce qu'on appelle des références clients, c'est-à-dire des entreprises un petit peu prestigieuses pour lesquelles vous avez travaillé par le passé. Et souvent, c'est un des critères déterminants pour un client pour savoir s'il va travailler ou pas avec vous. Alors, déjà, je voulais revenir sur un point qui est très important. C'est le parcours client. Par exemple, Martin a un problème de recrutement dans son entreprise. D'accord ? Donc, il cherche une solution. Donc déjà, il doit avoir conscience de son problème. La première étape dans le parcours client, et vous allez voir que c'est important pour la suite de notre présentation, c'est que finalement, le prospect, donc votre client potentiel, doit exprimer les symptômes d'un problème. Et il va commencer à rechercher des informations, à définir et à donner un petit peu un nom à sa situation. Ça, c'est la première étape. C'est une étape vraiment où la personne prend conscience qu'elle a un problème et que il faut mieux le comprendre pour pouvoir par la suite le résoudre. Ensuite, une fois qu'il a bien identifié son problème, il va chercher une solution à son problème. Donc, le prospect a identifié et a donné un nom à son problème et il va maintenant consacrer sa recherche à la compréhension des approches et des méthodes qui lui sont proposées pour résoudre ce problème. C'est ce qu'on va appeler la phase de considération. Et après, il y a la phase de décision. Il a compris son problème, il a vu les différentes solutions qui se proposaient à lui et donc maintenant, il va choisir la stratégie, la méthode pour régler son problème. Et donc là, il liste les prestataires, les produits disponibles, il définit ses critères d'achat, etc., etc. Et finalement, il signe un devis avec un des prestataires. Donc, on a 3 phases, la prise de décision, la considération et la décision. Face à ces 3 phases, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de 2 entrepreneurs, de 2 stratégies entrepreneuriales et vous allez vite comprendre là où je veux en venir. On va prendre par exemple l'exemple classique de Kevin. Donc, il a une entreprise et lui, il a différentes stratégies commerciales. Par exemple, il envoie des mails directs à des adresses mail de clients potentiels. Donc, par exemple, il fait de la collecte d'emails et puis il va envoyer ce qu'on appelle du cold mail. Ou peut-être même qu'il a une stratégie, peut-être qu'il va un petit peu plus loin, mais qu'il a une stratégie d'automatisation de prise de contact sur LinkedIn. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie des mailings, de l'emailing. Et on sait que l'emailing, ça fonctionne très, très bien en B2B. C'est un des supports qui a le meilleur retour sur investissement. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il envoie directement des propositions de rendez-vous. Et voilà, il envoie 3-4 mails et il propose du rendez-vous directement. Et il se rend compte qu'il a très peu de retours. Parce que, certes, il a beaucoup de destinataires, mais il y a beaucoup de destinataires qui n'ont pas encore conscience de leurs besoins ou qui ne sont pas prêts à recevoir ces informations ou qui ne sont pas prêts encore à rentrer en rendez-vous. Comme on l'a vu plus haut, finalement, en faisant directement une demande de rendez-vous, on intervient trop tôt dans le pipeline de décision. Donc, il a peu de retours sur ses cold mails. Après, il a une stratégie aussi de référencement naturel, il a une stratégie d'AdWords. Sur ses landing pages, il propose un formulaire qui est assez long. Et finalement, l'AdWords, ça lui coûte assez cher parce qu'il fait peu de conversions. Les gens, toujours pareil, ne sont pas encore dans cette phase où ils sont prêts à avoir une démonstration produit, par exemple. Et puis après, donc disons qu'il a quand même réussi à avoir des rendez-vous. Après, en rendez-vous, finalement, des fois, il a du mal à convertir ses rendez-vous en clients. Parce qu'en rendez-vous, il présente beaucoup les caractéristiques de son produit et de son offre. Mais des fois, il a un petit peu de mal à présenter des preuves de ce qu'il annonce. Si vous connaissez un peu les stratégies d'argumentation et de négociation type caps on casse, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, à travers toutes les caractéristiques de son offre qu'il présente, parfois, il ennuie un petit peu ses prospects. Après, il sort de rendez-vous. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre le temps pour relancer ses prospects par téléphone. Oui, est-ce que vous avez bien reçu notre devis? Oui, ça fait 14 jours qu'on a eu notre rendez-vous. Qu'est-ce que vous pensez de notre offre, etc. Lui, ça lui fait perdre beaucoup de temps et des fois, ça agace un petit peu ses prospects en plus. Et au final, même quand il a eu des clients, donc là, il a un portefeuille, on va dire, de 40 clients, il n'a pas du tout le temps d'informer ses clients actifs, son portefeuille de clients, de ses nouveaux produits pour faire des ventes complémentaires. Donc, je vérifie juste quelque chose. Hop. Donc là, on a ce premier cas de figure. Donc Kevin, là, il a vraiment
du mal pour avancer dans l'acquisition de ces leads et dans son processus commercial. Le deuxième exemple qu'on va retrouver, ça va être Paul. Paul, il utilise les mêmes canaux d'acquisition, sauf qu'il les utilise différemment. Par exemple, Paul, dans ses call mails, il n'envoie pas des demandes de rendez-vous, mais il envoie des séquences de 4-5 mails étalés sur 2 mois, où il va expliquer son offre. Il va avoir une approche plus pédagogique. Donc là, il va intervenir plus en amont du pipeline de vente. Il va vraiment intervenir sur la phase de prise de conscience du besoin. Il va éduquer et il va expliquer en quoi est-ce que son offre peut résoudre un problème potentiel. Sur AdWords, il ne propose pas un formulaire de contact. Il propose de télécharger un contenu un peu plus sympa qui va justement expliquer les symptômes du client. Donc, la personne, quand elle est sur la page de contact, des fois, elle est un petit peu paralysée. Elle se dit « Ah non, je ne remplis pas parce que je ne suis pas encore prêt ou je ne suis pas encore prêt à avoir une démo ou oh là là, mon Dieu, je vais être harcelé, etc. Je n'ai pas envie de rentrer dans un processus abouti. Je ne suis pas prêt. » Et donc là, avec cette approche plus pédagogique, Paul, ce qu'il fait, il propose un livre blanc, il propose de télécharger des études de cas, etc. Il a une approche finalement beaucoup plus douce. Quand il a des rendez-vous, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, c'est qu'il vient avec des études de cas. Il vient avec des exemples concrets de ses projets et il dit, voilà, vous avez un problème, et bien, je vais vous montrer quelqu'un qui avait le même problème que vous, qui était dans la même configuration que vous, et vous allez pouvoir vous identifier à cette personne, à ce client, et vous allez pouvoir voir ce qu'on a mis en place pour eux et surtout les résultats qu'on a pu avoir pour ces gens-là. Donc finalement, en rendez-vous commercial, il appuie son argumentaire avec des preuves concrètes et chiffrées, ce qui permet au client de se projeter dans la réussite du projet. Je pèse bien mes mots, parce que c'est des mots qui sont importants. Ensuite, quand il doit relancer ses clients, donc certes, il les relance par téléphone, mais il a aussi programmé, pourquoi pas, une séquence automatique ou semi-automatique où à J+7 après le rendez-vous, il va envoyer de la documentation complémentaire. Par exemple, il peut envoyer une étude de cas qui va répondre à une objection que le client avait soulevée en rendez-vous. Voilà. Par exemple, en objection, il avait dit « Oui, mais est-ce qu'on peut être opérationnel en 2 mois ?» Et donc, à J+7, on peut renvoyer une étude de cas en disant « Suite à notre rendez-vous, je me permettais de revenir vers vous sur votre exigence de délai et je vous présente ce projet que nous avons réalisé en 1 mois. » Donc là, tout de suite, vous prouvez vos dires et vous répondez aux objections. Vous closez la vente finalement avec des preuves concrètes. Et le dernier point qui est intéressant chez Paul, c'est sa stratégie dite d'upselling. C'est-à-dire qu'il a un portefeuille de clients et il va essayer de les faire monter en forfait ou de leur proposer une offre annexe ou complémentaire. Et donc, ce qu'il fait, c'est que chaque trimestre, il envoie ses success stories à son portefeuille de clients. Et ça marche très bien parce que parfois, il y a des clients de Paul qui le rappellent et qui lui disent « Ah, j'ai vu ce que tu as fait pour un tel, je trouve ça intéressant, est-ce que tu peux nous le proposer aussi, est-ce que tu peux l'ajouter à notre offre, etc. » Donc finalement, il a utilisé des supports pédagogiques pour avoir plus de rendez-vous, plus de leads, pour optimiser son coût d'acquisition par leads, donc son CPL, son CPA. En rendez-vous, il arrive mieux à convertir parce qu'il appuie son argumentaire de vente avec des exemples concrets. Et là où c'est qu'il a des objections, il a des preuves pour pouvoir y répondre facilement. Il gagne du temps sur ses relances commerciales et potentiellement sur son panier moyen par client. Alors, on compare juste les deux approches. On a une approche qui est classique. 80% des entreprises font comme Kevin. C'est-à-dire qu'ils proposent ce qu'on va appeler un call to action, un appel à l'action, qui est un formulaire de contact. Si le client n'a pas identifié son problème, le message de Kevin paraît intrusif ou déplacé. Alors qu'avec une approche contenu, comme l'a fait Marc, on propose de télécharger du contenu concret en amont du pipeline de décision. Et donc, on aide à la découverte du besoin, surtout si vous proposez une offre qui est un petit peu innovante. La personne n'a pas encore conscience de son besoin correspondant à votre offre. Et donc là, on va avoir plus de volume de leads parce qu'on intervient plus en amont du process. Et surtout, on va gagner progressivement la confiance de la personne parce qu'on l'aide à découvrir son besoin. Et in fine, bien évidemment, on prouve son expertise face à ses concurrents. Alors, quel contenu, ce fameux contenu pédagogique, quel contenu pédagogique on va pouvoir proposer? Donc ça, c'est un tableau qui est très intéressant, qui est un peu compliqué, mais qui est très intéressant. Donc, on a nos 3 phases de décision. La prise de conscience, la considération
et la décision d'achat. D'accord? Typiquement, quand notre client Marc, il est sur Google, au début, il va taper « Comment résoudre un problème RH en usine ». Ensuite, quand il est à la phase de considération, il va taper « Logiciel de suivi des heures en usine ». Donc là, il recherche les différentes solutions. Et quand il est dans la phase de décision, il va faire « Demande de démo logiciel XY ». D'accord? Donc là, Marc, il va voir qu'en réponse sur Google ou sur LinkedIn ou dans sa boîte mail, on lui propose des contenus. On lui propose des livres blancs, mais peut-être que Marc, il n'a pas trop le temps non plus de lire un livre blanc. On lui propose des articles de blog. Mais on peut lui proposer aussi des études de cas. Regardez comment est-ce que l'entreprise Y a résolu son problème de DRH en usine. Ah, tiens, ça m'intéresse. En effet, c'est le même problème que moi. Donc, dans l'étude de cas, on aide le client à identifier son problème. On aide aussi le client à apporter des solutions parce qu'on explique les stratégies qu'on a proposées. Donc, quand il va taper outils, logiciels, etc., il va aller consulter des webinaires, il va aller voir des podcasts, etc. Mais il peut aussi consulter des études de cas. Et idem dans la phase de décision, où là, il aura besoin de preuves sur la rentabilité du projet que vous proposez. Alors, nous, ça fait 17 ans maintenant qu'on est dans le métier. Oui, j'ai commencé très jeune. Ça fait 8 ans qu'on fait de la stratégie de contenu, de la stratégie d'inbound marketing. On a fait beaucoup de livres blancs, on a fait du checklist, on a fait des outils de devis sur mesure. Enfin, on a à peu près fait tous les outils qui sont cités là au-dessus, la vidéo, etc. Il s'avère que l'étude de cas, pour nos clients, c'est le contenu marketing qui est le plus rentable. Parce qu'en fait, comme on l'a vu, il intervient tout au long du processus de vente. Ça va servir à l'équipe commerciale, ça va servir à l'équipe de suivi client, ça va servir à l'équipe MQL, SQL, etc. Donc, en génération de leads et en conversion de leads en rendez-vous. Donc, finalement, c'est un contenu qui est un peu couteau suisse. J'aime pas trop ce terme parce que c'est un peu vulgarisant. Mais c'est un contenu qui est réutilisable dans l'entreprise pour répondre à différents objectifs. Alors, je reviens juste sur quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse étude de cas? Alors, souvent, excusez-moi, c'est un document soit web, soit PDF, qui peut être téléchargeable et qui va vous servir à avoir de nouveaux contacts. Et il va présenter un de vos projets clients. D'accord? Si vous lisez Courrier International, il faut une campagne publicitaire en ce moment. Google fait une campagne publicitaire en ce moment avec des études de cas. Découvrez comment l'épicerie XY a résolu ses problématiques de Covid avec Google Local Business. Donc, c'est une stratégie, la présentation des projets, où on va raconter l'histoire d'un projet. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. C'est quelque chose que fait, par exemple, Facebook. Et il l'a très bien résumé en cette phrase. Voilà. Là, il vous propose de lire leurs études de cas. Des histoires comme celle-ci nous inspirent et nous motivent. Découvrez comment des entreprises comme la vôtre se développent grâce au marketing Facebook. Et donc là, ils ont tout à fait résumé ce que c'est. C'est du storytelling, donc c'est quelque chose qu'on a envie de lire. Et là, découvrez comment des entreprises comme la vôtre. Donc, on est dans l'identification, dans la projection, et on est aussi un peu dans l'orgueil. Je veux réussir comme lui. Et pour finir cette définition de l'étude de cas, l'étude de cas, elle va expliquer la problématique de Samsung Gulf. Elle va présenter la stratégie qui a été présentée par Facebook, les résultats chiffrés et humains. Elle va aussi intégrer quelques témoignages. Donc, les études de cas représentent 61% des contenus les plus utilisés par les marketeurs en 2021. Donc, on ne l'a pas inventé, ça fonctionne vraiment bien. Une étude de cas, souvent, ça ressemble à ça. Donc, présentation de l'entreprise, les problématiques, etc. Ça permet aux leads de se projeter, mais ça permet aussi, quand on fait l'étude de cas, d'en extraire des témoignages que vous allez pouvoir afficher sur votre site Internet. Donc, souvent, on a un usage double de ce qu'on appelle la preuve sociale. Voilà. Et la preuve sociale, c'est ce qui va apporter la preuve dans votre argumentaire de vente. Vous avez la caractéristique du produit, vous avez l'avantage du produit que vous devez présenter dans votre argumentaire, et vous avez aussi la preuve de la preuve de cet élément d'argumentaire. Et ça, souvent, c'est l'étude de cas qui va venir apporter de l'eau à votre moulin. Les avantages des études de cas,
c'est que c'est facile à produire. C'est beaucoup plus facile à produire qu'un livre blanc ou parfois même qu'un article de blog. C'est un format qui est ce qu'on appelle snackable. C'est-à-dire que la personne qui va lire une étude de cas, elle va la lire très rapidement, elle va capter les informations dont elle a besoin, etc. Donc, c'est un contenu qui est beaucoup plus malheureusement, mais bon, tendance, parce que c'est un contenu qu'on peut consommer très, très rapidement, très facilement. Hop, je l'imprime, hop, je la mets en réunion, hop, je présente un moins N+1, les solutions qui se présentent. C'est un contenu qui est facile à mettre en place. D'expérience, nous, on fait beaucoup de stratégies de planning éditoriaux pour des articles de blog, pour le SEO, etc. Il faut un peu de temps quand même pour faire un planning éditorial et pour avoir une stratégie SEO. Alors que là, avec les études de cas, c'est beaucoup plus rapide et ça s'implémente tout de suite dans le processus de vente avec les commerciaux, par exemple. Et c'est utilisable dans tout le processus de vente et c'est pour ça que c'est beaucoup plus rentable. Après, vous pourrez poser vos questions. J'essaie de respecter le planning. Alors, quand est-ce qu'on peut les utiliser, les études de cas? Déjà, on peut les publier sur LinkedIn, où on peut faire des posts pour pousser la mise en avant, pour pousser les études de cas. Ça peut aussi être intégré dans des stratégies d'automatisation dans LinkedIn. Ce n'est pas le sujet du webinaire, mais c'est possible. Quand vous faites des cold mails, donc quand vous faites des collectes d'adresses mail B2B pour envoyer une série d'emails pour présenter, faire de la demande de rendez-vous et présenter vos services, dans vos séquences de cold mail, vous pouvez intégrer les études de cas. Ça permet de différencier, de diversifier vos contenus. Donc, vous allez avoir un premier mail de mise en relation, un deuxième mail avec une étude de cas, un troisième mail avec un article qui présente les 5 avantages de votre offre ou en quoi vous répondez à une problématique, et un quatrième mail de prise de rendez-vous. D'accord ? Si vous allez plus loin dans votre stratégie d'inbound marketing, ces séquences peuvent être scorées pour prioriser les relances commerciales après des commerciaux. Pareil, ce n'est pas le sujet du webinaire. Avant le rendez-vous, vous avez un rendez-vous demain avec un client important, vous pouvez lui envoyer d'ores et déjà pour préparer le rendez-vous, des études de cas. Ça permettra de prouver votre sérieux et puis aussi éventuellement d'anticiper quelques questions du client et de gagner du temps et de rentrer directement dans le cœur de la négociation. Pendant le rendez-vous, évidemment, on va présenter l'étude de cas pour appuyer l'argumentaire, comme je l'ai dit. Et après le rendez-vous, l'étude de cas peut également rentrer dans le cadre d'une séquence pour répondre à des objections qui auraient été posées. Et bien évidemment, on peut intégrer les études de cas pour alimenter la newsletter afin de rentrer dans une stratégie d'upselling, cross-selling, fidélisation, etc. Alors, vous allez me dire, ouais, mais comment ça fonctionne les études de cas? Alors, en fait, nous, ça fait des années qu'on fait du contenu, donc on sait vraiment bien faire la chose pour essayer d'avoir vraiment un contenu de qualité. Mon schéma est un peu chargé, mais vous allez voir où je veux en venir. Étape numéro 1, il faut analyser votre processus de vente. Nous, on est parfaitement rodés sur ce point, c'est vraiment pas ce qui coûte le plus cher. Et analysez votre playbook commercial, vos avantages concurrentiels, une veille internationale sur les mots qui sont utilisés, les objectifs, vos produits phares, enfin, tout ça, nous, on a tout un questionnaire qui nous permet vraiment de définir votre pipeline commercial et votre playbook commercial et le levier de croissance qu'on peut trouver dedans. Donc, ça va nous permettre d'identifier là où les études de cas peuvent vous aider. Si vous êtes une toute petite entreprise ou si vous êtes une très grosse entreprise, il y a un déploiement adaptatif. Ensuite, on va sélectionner vos clients. Parce que souvent, les gens ils me disent « Ah ouais, on va faire une étude de cas sur Leroy Merlin, c'est notre plus gros client, c'est celui qui est le plus de tape à l'œil. » Donc, très bien, c'est un très bon argument. Mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être des clients qui sont plus petits mais qui avaient des besoins où vous avez apporté une réponse qui était plus fine, plus stratégique, ou peut-être un projet où le déroulé des étapes de votre prestation est plus clair et moins complexe. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on va identifier à partir de vos besoins quel client est-ce qu'on doit montrer. Voilà, on va montrer tel client parce que c'est facile ça va aider en rendez-vous pour la découverte des besoins. On va utiliser tel client parce que ça nous permettra de traiter telle objection. On va utiliser tel client parce que ça nous permet de montrer telle complémentarité de nos offres, etc., etc. Donc là, on sélectionne les clients selon leur why. Ensuite, on fait le planning. Ça, c'est facile, hein, c'est un fichier Excel. Et après, donc là-dessus, on vous aide totalement. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des interviews téléphoniques. Donc, on interviewe le chef de projet chez vous pour bien avoir conscience du projet. Souvent, on a quand même fait une veille de vos concurrents avant, donc on a déjà le vocabulaire qui va bien. Et après, on appelle le client et là, on lui pose les questions complémentaires. Voilà. Et on le fait parler.
On le fait parler, on le fait parler. Il faut qu'il raconte son projet, il faut qu'il raconte sa passion, etc. Et après, donc on fait une retranscription de ces documents, de ces interviews qu'on vous livre et après on rédige, on fait un montage graphique, on corrige ensemble et on fait les éléments, ce qu'on appelle de diffusion. Donc on vous donne le PDF, on vous donne le PowerPoint qui va bien pour intégrer dans vos démonstrations de produits, les posts pour LinkedIn et cetera. Les outils qui vont vous permettre d'assurer la diffusion. Et bien évidemment, on vous accompagne, hein, parce que le but, c'est pas qu'on vous lâche dans la nature comme ça, c'est qu'on prenne 1 heure, 2 heures, 3 heures au téléphone avec vous aussi, pour vous accompagner dans le déploiement de cette stratégie. Chez nous, c'est une méthode qui est ultra bien rodée parce qu'on en a fait beaucoup et en fait, ça nous permet d'être très organisés, mais aussi pour être très agile. Notre forte organisation nous permet de nous adapter totalement, à votre secteur d'activité, aux spécificités du client et cetera. On est cartésien pour être open mind. Voilà, alors là, je vais faire un petit peu plus vite parce que je sais que votre temps est précieux. Comment est-ce qu'on sélectionne les études de cas? Je vous ai dit, en fonction de ce que vous avez besoin de leads, est-ce que vous avez besoin, de séquences pour vos call mails? Est-ce que vous avez besoin de rassurer vos prospects sur les retours sur investissement que vous proposez? Est-ce que vous avez besoin d'appuyer des bénéfices utilisateurs? Est-ce que vous avez besoin de relancer des prospects en stand-by? Est-ce que vous avez besoin de faire de l'upselling? En fait, en fonction de toutes ces questions, c'est là où on va faire le planning éditorial. Nous, on a fait plein d'études de cas, même pour des communiqués de presse. Donc, vous voyez qu'on essaie quand même de faire un rendu qui est assez tape à l'œil, pour que quand vous présentiez l'étude de cas, sur la table de réunion lorsque vous êtes en rendez-vous commercial, on soit vraiment dans l'effet, waouh, dans l'effet amazing, dans l'effet un peu, rassurant. Pour Clixi, on était sur une stratégie complète, acquisition de leads, rendez-vous et relance des leads actifs avec un workflow. Pour Brume Expert, on a surtout fait des études de cas sectorielles, très courtes, là, c'est sous forme de bullet point, pour des workflows en call mail sectorisés. Donc, 150 élevages équins, on leur envoyait ça. 200 éleveurs de papillons, on leur envoyait un autre, etc. NovaStream, là, ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'on a interviewé des très, très grosses entreprises. Et à chaque fois, on avait un rendu où on couplait des infographies avec du contenu texte. Donc, on était capable d'infographier les processus de production, logiciel ou projet. On a plein d'autres exemples. Alors, moi, ce que je veux vous proposer, c'est finalement de nous essayer. C'est-à-dire qu'on sait très bien que vous pourriez le faire en interne, mais que vous n'avez pas le temps, peut-être pas l'expérience. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant de nous demander un devis. La question à 100 € en l'occurrence, combien ça coûte? Donc le setup, c'est-à-dire toute l'analyse stratégique, elle est à 175 € parce que ça peut paraître pas cher, mais c'est qu'on est tellement bien rodé là-dessus que, pour nous, c'est comme une lettre à la poste. Ensuite, le prix unitaire des études de cas, c'est 180 € par étude de cas. Et après, à partir d'un lot de 5, on vous offre le setup. Et à partir d'un lot de 10, on commence à faire des remises. Est-ce que, ça déborde un peu, est-ce que vous avez des questions